Hayao Miyazaki nous a sorti une nouvelle masterclass avec son dernier film d'animation, Le garçon et le héron. C'était sa manière à lui d'illustrer la mort et de dire adieu d'avance à son petit-fils. Nous ne pouvons que lui souhaiter une bonne santé et nous intéresser de près à ses prochains travaux. D'autant plus qu'il a annoncé que Le garçon et le héron ne sera pas son dernier film. Et donc, Hayao Miyazaki, ou le Walt Disney de l'animation japonaise, comme les médias aiment tant le présenter. Cette comparaison d'ailleurs ne le sied pas, alors laissons cette tendance à américaniser tout ce qui ne l'est pas et présentons simplement ce génie comme le Hayao Miyazaki de l'animation. Réalisateur a révolutionné et conquis le monde entier avec ses œuvres, et s'il y a un point à retenir de cette vidéo, eh bien c'est le suivant. Si une histoire suscite l'engouement, elle doit alors systématiquement contenir en elle une sagesse cachée ou apparente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pratiquement tous les films, romans et feuilletons que nous aimons sont inspirés de mythologies qui ont survécu des centaines d'années et même des milliers pour certaines d'entre elles. Et qu'est-ce que les mythologies, sinon un condensat et un distillat de sagesse des peuples dont ces récits mythologiques forment le folklore. Il y a d'ailleurs cette idée selon laquelle une personne ne peut véritablement accéder à la sagesse qu'en assimilant la croyance du peuple dont elle fait partie. Dans le Coran, il est dit expressément « Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah ». Dans l'Ancien Testament, il est dit « La crainte de Dieu est le début de la sagesse ». Friedrich Nietzsche était un fan de l'Ancien Testament parce que justement, il contient le code universel qui préserve du chaos, reste éveillé, parle clairement et sois honnête. Ou alors s'abattra sur toi l'enfer. Là réside la fonction principale d'une religion, préserver du chaos, al-fitna. Chez les Grecs, l'origine du monde suppose la préexistence de la matière en un chaos primitif et désordonné que les dieux organisent en un cosmos ordonné. L'origine consiste à donner forme à l'informe. Carl Jung avait un intérêt marqué pour les mythologies et les symboles. Il a développé la notion d'inconscient collectif qui présente les éléments de l'inconscient partagés par l'ensemble de l'humanité. Il croyait que les archétypes, des modèles de pensée universels et des symboles communs, sont ancrés dans l'inconscient collectif. Les mythes et les légendes sont justement riches en archétypes. Jung a exploré de nombreuses mythologies du monde, y compris celles de l'Égypte ancienne, de la Grèce antique, des peuples amérindiens et d'autres cultures. Il a trouvé des parallèles et des motifs récurrents qui ont renforcé sa conviction en l'existence de l'inconscient collectif. Pour revenir à Hayao Miyazaki, un de ses films les plus marquants est Princesse Mononoke, et comme toute histoire qui mérite d'être contée, Princesse Mononoke est riche en sens profond qui valent le coup de s'y intéresser. Le héros de l'histoire, Ashitaka, est probablement un orphelin. Nous ne connaissons rien de ses parents. Là réside une idée très intéressante. Freud a dit « On ne peut véritablement devenir un homme qu'après la mort de son père ». Et Carl Jung a dit « Oui, mais cette mort peut avoir lieu métaphoriquement ». Dans un sens, le rôle du père est d'offrir la protection, mais grandir passe par l'inconfort et le danger. C'est la raison pour laquelle les protagonistes de nombreuses œuvres sont des orphelins. Vous avez la raison du succès de Harry Potter, Batman, Spider-Man, Simba et le roi Arthur. Ashitaka a le visage jeune mais dur et sérieux, ce qui suggère qu'il a déjà entrepris un travail sur lui-même et intégré sa part d'ombre. Le durcissement des traits du visage est un phénomène qui a été observé par Jordan Peterson chez ses patients au fil des séances de thérapie. Par opposition, des visages ont été dessinés par Miyazaki afin de montrer qu'aucune sagesse n'émane d'eux. La chamane, d'un point de vue jungien, représente le soi. Et le soi représente tout ce qu'une personne peut devenir au fil du temps, comprenant tout le potentiel qu'il y a en elle. Nous savons aujourd'hui que si on met une personne dans un nouvel environnement, de nouveaux gènes vont s'activer, accentuant cette notion de potentiel qui ne peut voir le jour que sous difficiles conditions de labeur. C'est une idée qu'on retrouve chez les X-Men et Deadpool. Les mutants sont des personnes qui ont subi un stress imposant, une adaptation. Cela veut dire, pratiquement, que nous nous révélons dans les situations inconfortables. À 15 ans, nous ne sommes personne, mais nous pouvons devenir footballeurs, astronautes ou écrivains. Suivant nos choix et les situations inconfortables dans lesquelles nous nous mettons, nous sacrifions tout ce potentiel pour devenir quelqu'un. À 30 ans, nous sommes soit footballeurs, soit astronautes, soit écrivains. Mais si nous ne faisons pas ce sacrifice, au lieu d'être tout, nous ne devenons rien. Jordan Peterson nomme le phénomène le sacrifice de Peter Pan. Peter Pan, voulant rester enfant, décide de ne pas grandir. Alors il vit dans un monde imaginaire. Son ennemi est un adulte ennuyeux dont la plus grande peur est le temps. En réalité, les personnes qui ne font pas ce sacrifice sont les enfants adultes qui à 30 ans se réfugient dans les stimulants. Et donc, Ashitaka, pour son développement, se trouve dans l'obligation de quitter son village ou sa zone de confort.
afin de chercher un remède pour son bras blessé. C'est d'ailleurs la chamane qui le lui conseille. La chamane représente l'archétype du sage tout en représentant le soi. Et Ashitaka est un prince, il est l'archétype du roi. Ils s'entendent bien, donc Ashitaka est un bon roi. Elle dira au protagoniste, il y a du mal à l'œuvre dans le pays à l'ouest. Si tu y vas et que tu portes sur le monde un regard sans haine, tu trouveras peut-être un moyen pour lever la malédiction. Cette citation porte en elle tout l'esprit du film. Elle nous renseigne sur la nécessité pour Ashitaka de se diriger vers une terre du mal, parce que le développement passe par l'intégration du mal. Une autre révélation de la chamane est que le remède n'est pas chose certaine. Ashitaka peut tout faire bien et ne pas trouver de remède. Le succès n'est pas garanti, mais l'aborder de manière consciencieuse reste le chemin le plus prometteur. Et puis surtout, la chamane révèle la clé pour chercher le remède, porter sur le monde un regard sans haine. J'ai longtemps réfléchi à quels éléments dans la nature humaine pouvaient assurer l'ordre et la paix entre les hommes, indépendamment de leurs idéologies et de leurs croyances. J'ai découvert que 2 seulement pouvaient suffire, l'empathie et la volonté de compréhension, qu'on retrouve tous deux dans l'expression de la chamane, porter sur le monde un regard sans haine. C'est une idée que nous retrouvons chez le sociologue français centenaire Edgar Morin qui a dit dans ce contexte actuel de guerre « Il faut aspirer à ne pas détester l'ennemi. Quand j'ai combattu les Allemands, j'ai détesté le nazisme sans détester les nazis. » Albert Camus, pour la réception du prix Nobel en 1957, avait dit, en expliquant le rôle de l'artiste, « Les vrais artistes ne méprisent rien, ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et ne croyez pas qu'il s'agit là d'une affaire simple. Notre héros sera plus d'une fois sujet à la haine, mais résistera. Avec toutes les différences qu'il y a dans le monde, lui porter un regard sans haine n'est pas une tâche de tout repos. » Ainsi donc s'en va notre héros Ashitaka, à l'aventure pour la promesse incertaine d'un remède. L'histoire débute sur l'errance d'Ashitaka, comme toutes les belles histoires. Vous savez, dans l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, Aragorn est d'abord un rôdeur avant de devenir roi. Gandalf chantera un poème à son sujet, « Tout ce qui est or ne brille pas, tout ce qui erre ne sont pas perdus ». Et la jeunesse est une errance dans le cadre d'une quête de sens. Nous trouvons le sens de notre vie en prenant des moitiés de chemin et en se perdant avant de se retrouver. Jung croyait que la quête de sens et de compréhension de soi était essentielle pour l'individuation. Ainsi, Ashitaka se doit de grandir dans un milieu différent de celui auquel il appartient. On retrouve ce thème du héros qui grandit à l'extérieur de son propre royaume. On peut citer le roi Arthur, le roi Aragorn qui a été élevé chez les elfes, ou encore Harry Potter qui est élevé par des Moldus, et même dans une certaine mesure, avec Moïse qui est élevé chez Pharaon au lieu des Hébreux. Cela renforce l'idée selon laquelle le développement ne peut avoir lieu qu'en dehors de son environnement. Et la première chose sur laquelle Ashitaka tombe après son voyage est la guerre. Quand nous quittons le royaume, même tyrannique, nous trouvons le chaos. Rappelez-vous, quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, ils se sont trouvés face au désert. C'est un événement qu'on peut aussi rapprocher à l'abandon d'un système de pensée ancien et défectueux. Il faut traverser la nécessaire phase de nihilisme avant de construire un autre qui soit plus adéquat. La présence des animaux dans les univers de Miyazaki est très intéressante. D'abord, les animaux sont les porte-paroles de la nature dans un contexte écologique. On sait que Miyazaki est un militant écologique sans être un anti-humaniste. On a déjà vu cette opposition entre la nature et l'homme dans Nausicaa de la vallée du vent. Dans Princesse Mononoke, le choix des sangliers et des loups comme principaux opposants de l'homme est au final très révélateur des peurs d'un agriculteur montagnard. Il s'agit des animaux qui lui causent le plus de soucis. J'ai eu l'opportunité d'étudier, dans le cadre de mes travaux, la sociologie d'un petit village nommé Beni Krama, situé dans une zone montagnarde qui est difficile d'accès, dans la région de Tainast au Maroc. J'ai pu constater de mes yeux la réelle menace, même aujourd'hui, des loups et des sangliers. Durant mon séjour, on avait rapporté au muqaddim du village la découverte de la dépouille d'un enfant d'un village voisin, attaqué par des loups, et qui était porté disparu depuis plusieurs semaines. Plus d'une fois, on était aussi parti à la chasse de sangliers menaçant le village. Il y a un autre parallèle très frappant avec le film sujet de cette vidéo. Dans la tradition orale du village où j'ai été, il est rapporté que ses habitants sont les descendants d'exilés du sultan noir ou le sultan mérinide Aboul Hassan bin Othman, né en l'an 1299. Rappelons que la tribu d'Ashitaka a été elle aussi exilée depuis 5 siècles avant les événements du film, par l'empereur. En effet, dans de nombreux cas, les montagnes offrent une échappatoire sûre de par leur géographie difficile ou leur éloignement des grandes villes plus sujettes à la convoitise. Les animaux sont aussi un élément très important dans les films de Miyazaki d'un point de vue spirituel. En effet, Hayao Miyazaki est shintoïste
Le shintoïsme est la religion la plus ancienne au Japon. Son principe est la sacralité de tout vivant. Les kami d'ailleurs, présents dans le film, sont des esprits très puissants de la forêt et des animaux. On retrouve aussi des éléments nous rappelant des temples ou sanctuaires shintoïstes dans d'autres films de Miyazaki, comme Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, ou encore Le Château dans le ciel. Et puis les animaux ont aussi cette dimension freudienne. Ils vont souvent représenter les pulsions animalières comme la luxure et l'agressivité, rappelant que, dans Le Voyage de Chihiro, les parents de Chihiro, ne pouvant contrôler leur gourmandise, se transforment en cochons, sort qui nous rappelle la sorcière Circé, dans la mythologie grecque qui transformait ses invités en cochons. Le choix de l'animal peut être aussi une métaphore du porc communiste. Les parents de Chihiro, Cupide, se transforment en porc, cette fois capitaliste et non communiste. Nous l'avons d'ailleurs déjà vu dans la vidéo « Gaza, que pouvons-nous ?» Miyazaki a voulu dénoncer les ravages de la mondialisation sur l'identité japonaise dans Le Voyage de Chihiro. Dans Porco Rosso, nous avons encore une fois un personnage qui se fait punir en se transformant en porc. Dieu cerf est un autre personnage intéressant dans Princesse Mononoke. Il est sous sa forme de cerf durant le jour et prend une forme puissante et magique durant la nuit. Cette dualité entre le jour et la nuit est très importante dans le sens où le lever du soleil équivaut à l'aube de la conscience. Hélios est le dieu du soleil dans la mythologie grecque. Ra est celui de la mythologie égyptienne. Chaque nuit, il traverse le monde souterrain en affrontant des dangers symbolisant les forces du mal et de l'obscurité. Cependant, chaque matin, il renaît et triomphe des ténèbres, apportant la lumière du jour. On le représente souvent conduisant un chariot solaire à travers le ciel chaque jour, apportant la lumière du soleil. Il y a cette idée donc que l'héroïsme et l'illumination sont associés métaphoriquement. Le soleil est aussi associé à la conscience. Jordan Peterson pense que la raison est que nous sommes des êtres actifs durant le jour. Dans nos expressions, nous disons souvent que nous sommes illuminés par un savoir jamais obscurci. À la fin du film, on remarque la restauration de la forêt et de la nature. Cela veut dire que si l'individu est prêt à affronter sa propre ombre et ensuite affronter les forces malveillantes qui sapent continuellement la société, alors l'harmonie peut être rétablie et tout le monde peut réussir et nous avons alors un retour vers la situation initiale. Et vous avez la fin d'une histoire archétypale. Si nous l'avons aimée même enfant, c'est qu'elle contient en elle des éléments qui nous parlent jusqu'au profond de nous-mêmes. Toutes les belles histoires explorent des thèmes et des symboles qui sont en résonance avec les idées de Jung sur l'inconscient collectif, les archétypes et la recherche de sens.